Bonjour et bienvenue à Histoire de livres. J'ai encore un très grand privilège aujourd'hui d'avoir à mes côtés des invités qui vont vous parler de leur expérience d'écriture et de mise en marché. J'accueille aujourd'hui deux invités très spéciales qui m'ont beaucoup intriguée par le titre et leur approche même de l'écriture. Donc, j'accueille Marie-Josée Boudreau. Bonjour Marie. Et Geneviève Tremblay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les auteurs d'un livre qui s'intitule « Simplifiez-vous la vie ». Un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions Bonheur en vrac. J'aimerais bien connaître un peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à cette activité d'écriture? Geneviève, est-ce que tu pourrais m'indiquer un petit peu d'où tu es partie pour en arriver à cette expérience? Mon parcours est en fait assez particulier. J'ai un bac et une maîtrise en ingénierie. Mais mon chemin a bifurqué et je me suis mis à m'intéresser beaucoup à l'ingénierie des gens. Donc, je suis devenue une spécialiste en résolution de problèmes humains. J'ai accompagné des centaines de personnes à se faire de la place dans leur vie pour avoir une vie plus satisfaisante, plus heureuse. Puis, en fil de parcours, je me suis mis à développer des outils, des approches très uniques, toujours axées sur la résolution de problèmes, pour créer des outils, pour se faire de la place, pour organiser sa vie. Puis, en cours de route, j'ai rencontré Marie-Josée, avec qui j'ai fondé Bonheur en vrac. Et toi, Marie-Josée, quel a été ton parcours? Bien, moi aussi, j'ai un bac et une maîtrise en ingénierie. Donc, c'était notre premier point commun. Mais après, c'est très différent. Moi, j'ai travaillé 10 ans pour le magazine Protégez-vous à réaliser des essais comparatifs sur des produits de consommation pour aider les gens à faire des choix éclairés qui répondent vraiment à leurs besoins. Puis moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était tout ce qui touche à la qualité du milieu de vie. Donc, ce qui nous touche particulièrement. Puis après, bien, en rencontrant Geneviève, on a fondé Bonheur en vrac. Et vous avez développé toutes les deux une approche très particulière. D'abord, celui qui convient aux gens d'aujourd'hui qui sont super occupés, qui sont super encombrés dans leur vie aussi et qui cherchent des solutions à leurs problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans « Simplifiez-vous la vie » ? Simplifiez-vous la vie, c'est un livre pratique, donc qui est basé sur des exercices, des réflexions qui nous amènent à passer à l'action, à faire les fameux premiers petits pas qu'il faut pour amener un grand changement. C'est ce pari-là, nous, qu'on a fait à travers notre livre, c'est qu'on peut se faire de la place en y allant par petites étapes. C'est les petites étapes qui nous amènent à changer notre vie complètement. Est-ce que c'est une approche très complexe? On pourrait penser à première vue qu'on va s'engager là dans quelque chose qui va nous demander énormément de temps et d'énergie. Est-ce que vous avez procédé par thématique particulière? Bien, en fait, c'est ça. Il y a les thématiques. C'est sûr qu'on touche à tout ce qui touche à l'environnement d'une personne. Donc, l'environnement matériel, mais ensuite les finances, les relations humaines, l'interpersonnel, nos pensées, nos émotions et la gestion du temps, les tâches, les responsabilités et tout ça. Puis nous, c'est sûr que c'est pas juste de mettre des étiquettes sur des boîtes puis classer ça dans ton armoire. C'est pas juste de l'organisation. Notre démarche, elle propose dans le fond 4 étapes. Donc, tout d'abord, on décide qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. C'est quoi qui est important pour nous? Qu'est-ce qu'on souhaite vivre dans notre vie? Ensuite, on regarde pourquoi on l'a pas déjà. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas déjà dans cet idéal de vie qu'on souhaite pour soi? Et puis là, bien, la troisième étape, c'est qu'on enlève ce qui est trop. Donc, tout ce qui ne devrait pas être là puis qui nous empêche d'être, dans le fond, dans notre idéal de vie. Et quatrièmement, là, on s'organise. C'est là le temps des étiquettes. OK. Donc, c'est la fin du processus oui. Nous amène à faire des modifications, mais des modifications en profondeur. Oui, c'est ça. Parce que ne faire que classer un placard n'est pas nécessairement entrer dans le principe même de « simplifiez-vous la vie ». Non. Comment approchez-vous vos publics? D'abord, qui sont vos lecteurs cibles dans cette expérience d'écriture? En fait, tout le monde. Mais si on y va d'une façon plus précise, disons la mère de famille là, qui est débordée, dont on fait partie, qui arrive à la fin de la semaine après avoir répondu aux besoins de tout le monde, épuisée, bien, dans ce livre-là, elle va récupérer de l'énergie. À la fin de la semaine, il va lui en rester pour elle-même, puis pour faire ce qui est important. Si je pense aux hommes, mon conjoint, par exemple, le samedi matin, au lieu de se retrouver avec une liste de tâches imposées à faire, bien, il va récupérer sa liberté.
il va passer d'un contrôle à plus d'espace pour faire ce qui compte vraiment pour lui. Donc, on peut parler de gens, dans le fond, entre 25 et 55 ans, malgré que je connais beaucoup de retraités aussi qui ont une vie très active et qui bénéficieraient aussi de cette démarche-là. Puis ça s'applique à tout le monde, en fait. N'importe qui veut se désencombrer, dans le fond. C'est ça, c'est se faire de la place, se donner sa place. Est-ce qu'il y a un moment charnière où les gens sont vraiment, je dirais, en passe de dire, là, je dois trouver une solution parce que je n'aime pas vraiment ce qui est autour de moi, je n'aime pas vraiment la façon dont je vis, super stressée, encombrée. Est-ce que vous arrivez avec votre livre à un moment qui est particulièrement sensible, de sorte que les gens sont prêts à faire un changement ou une réflexion sur leurs habitudes de vie? Bien, comme nous, notre guide, il est fait vraiment, c'est un guide d'auto-coaching. Donc, on amène vraiment les lecteurs à faire leurs propres décisions, à analyser leur situation. Donc, on a beaucoup d'exercices et de réflexions qui, justement, amènent à poser un regard sur où est-ce que j'en suis dans ma vie maintenant, puis où est-ce que je veux aller. Donc, pour certaines personnes, ça peut être avant d'être vraiment submergée, mais pour certaines autres personnes, comme moi-même, personnellement, dans ma vie, j'étais très, très encombrée et très malheureuse. Donc, c'est pas obligé de se rendre jusque-là. Là. On peut le lire quand on est encore bien heureux. C'est ça, on n'est pas obligé d'attendre à l'extrême, limite, d'être prêt à craquer ou de détester vraiment ce qu'on devient dans notre environnement. C'est ça. La prévention, finalement. Oui, c'est ça. On peut travailler à n'importe quel moment sur cet aspect de notre vie pour l'améliorer. Oui. Le processus d'écriture s'est passé comment? Je suis un peu curieuse de voir comment vous avez ramassé des techniques ou des trucs ou un processus même pour nous aider. Parce que souvent, les livres les plus simples, comme ça peut paraître simple, un livre de 100 pages ou 120 pages sur cette méthode, votre méthode, comment s'est amorcée la collecte d'informations, la compilation et même la décision d'en faire un livre? Oui. En fait, notre livre, c'est de l'huile essentielle. On est allé chercher très, très large, beaucoup d'informations, beaucoup de pratiques de plein de gens, de mes clients, de multiples références aussi, puis on est allé chercher l'essentiel. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a construit Bonheur en Vrac, notre entreprise. On va toujours chercher l'essentiel, puis on rend ça pratique, utilisable dès maintenant. Donc, ça, c'est vraiment la base de comment on a construit le livre. Puis ça vient... Au départ, c'était un atelier. Simplifiez-vous la vie, c'était un atelier auquel participaient mes clients. Et c'est vraiment au fil de leurs expériences, de différentes techniques qu'ils ont pratiquées, qu'ils ont exercées, donc en fonction de ce qui me rapportait, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, c'est du tester et prouver, ce livre-là. Ouais. Puis les deux, on a des familles. Moi, j'ai 3 enfants, Geneviève en a 2. Donc, tu sais... Les bancs d'essai, les bancs d'essai sont en famille. Oui, aussi. on fait ce qu'on dit, puis on dit ce qu'on fait. Oui, là. C'est bien. Donc, vous avez testé et mis à l'épreuve l'ensemble des techniques qui sont là. Parlez-moi un peu de Bonheur en Vrac. Qu'est-ce que c'est cette entreprise? Quelles sont ses particularités? Je suis intriguée. C'est ça, on fait vraiment de l'ingénierie du bonheur. Donc, on prend la science, dans ce cas-ci, c'est la science du bonheur, la psychologie positive, et on en crée des outils applicables au quotidien. Donc, qui sont pratiques, qui sont applicables. Puis le but de Bonheur en Vrac, c'est de créer un bonheur, un bien-être durable. Donc, c'est pas juste quelque chose qui passe, c'est tous nos outils, tout ce qu'on propose, c'est vraiment pour travailler, puis c'est tout le temps des petits pas. Donc, c'est sûr que c'est jamais du grand texte puis tout ça. Nous, on va chercher l'essentiel pour que ça soit efficace et applicable rapidement. OK. Quel est le lien qu'on peut faire entre le bonheur et, je dirais, la simplicité? Vous nous parlez du principe de se simplifier la vie pour arriver à un bonheur qu'on peut savourer de plusieurs façons. Quel est le lien entre les deux? Est-ce qu'on s'approche d'une théorie qu'on pourrait appeler la simplicité volontaire, par exemple? Oui et non. En fait, il y a plusieurs points communs où la simplicité volontaire, où nous, notre approche, c'est de se faire de la place. Mais dans notre approche à nous, c'est chacun à sa manière. Nous, on offre des outils. Puis chacun y va de la façon qui est la plus opportune dans le moment où il est là. C'est très personnalisé dans notre cas, là. Oui, c'est ça. La meilleure recette, c'est votre recette, dans le fond. C'est ça, là. C'est pas... nous, on propose pas la finalité. Quelqu'un pourrait lire le livre puis décider de devenir un simplicitaire ou devenir zen Mais ça peut être aussi, on reste une famille bien ordinaire. Puis chez nous, ceux qui nous connaissent, c'est pas tout rangé, tout impeccable. Là. Il y a bien de l'action, là. Donc,
la fin n'est pas décidée d'avance. On propose pas un idéal. Ce qu'on propose, c'est vraiment de faire une réflexion puis de bouger, d'avancer, de pousser à l'action. Le livre, c'est quasiment irrésistible, ça pousse à l'action. OK. Donc, l'intention dans le coaching ou dans l'auto-coaching, c'est de permettre aux gens de décider eux-mêmes ce qu'ils vont faire. Mais dans le cas de vos deux approches professionnelles, vous avez chacune développé un outil ou des outils d'intervention pour aller vers les gens. Toi, Geneviève, quel type d'outils ou quel type d'intervention proposes-tu pour aller à la rencontre de tes clients qui veulent être appuyés ou accompagnés dans leur démarche? En fait, principalement, j'offre du coaching professionnel. Donc, j'accompagne les gens de la même façon qu'on le fait dans le livre, sauf que là, c'est personnalisé. On se fixe un objectif. Donc, qu'est-ce qu'on va atteindre spécifiquement? Puis, on établit un plan d'action pour y arriver. Puis moi, je suis là pour stimuler la personne, dans le fond, de différentes façons. Donc, en lui lançant des défis, en la mettant face aussi face à ses propres contradictions, à avancer plus rapidement, plus efficacement. OK. Et tu donnes aussi des conférences, j'imagine? En entreprise. Chacune, on donne des conférences en entreprise. Oui. OK. Et toi, Marie-Josée, de quelle façon vas-tu à la rencontre de tes clients, clientes? Bien, moi, j'offre un service de visite à domicile. Donc, les gens remplissent un questionnaire pré-visite qui identifie, dans le fond, les domaines qui sont les plus importants pour eux. Donc, ça peut être la gestion du temps, ça peut être l'alimentation, les relations familiales, la communication, ou bien même l'environnement physique, l'organisation, la qualité de l'air, ces choses-là. Puis après, bien, je me rends chez les gens et on regarde ça, on discute ensemble. Puis suite à la visite, on remet dans le fond, un rapport avec nos conclusions, puis beaucoup de matériel pour aider à passer à l'action suite à ces conclusions-là. Ah, c'est bien. Alors, si on veut suivre Bonheur en vrac et qu'à partir de maintenant, on veut se procurer le livre et voir un petit peu quelles sont vos activités respectives, comment est-ce que quelqu'un peut faire pour vous suivre, pour vous rejoindre? Bien, il y a plusieurs façons. En fait, on les invite à nous suivre tout d'abord sur Facebook. Donc, Facebook, /Bonheur en vrac. On forme littéralement une communauté. On offre différents outils, des exercices. C'est très dynamique. Puis on tient compte aussi on fait part de toutes nos activités là-dessus. On peut aller sur notre site web, s'abonner à notre infolette, puis participer à notre activité de la journée Bonheur en vrac. Donc, une fois par mois, on a une journée où on invite tout le monde à prendre une pause, puis à réfléchir à son bonheur, à se faire de la place, puis à voir comment ils peuvent transformer le monde autour d'eux. Donc, c'est deux façons très simples, très dynamiques de se faire de la place puis de faire de la place à son bonheur. Ah, bien, c'est magnifique. Bien, merci beaucoup, Geneviève. Merci. Merci beaucoup, Marie-Josée. Bonne chance avec votre maison d'édition Bonheur en vrac. Merci. J'invite les gens, évidemment, à se procurer ce livre. Simplifiez-vous la vie. C'est vraiment la lecture la plus simple qui va, je pense, transformer la vie de toutes les personnes qui l'ont entre les mains. J'aimerais vous laisser avec une petite pensée que j'ai sélectionnée spécialement pour vous deux. Alors, elle est de Jules Renard et ça dit ceci: « Le bonheur, c'est de chercher et de trouver ce qui nous fait du bien. » Ah oui. Alors, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Nous vous revenons après la pause avec notre deuxième invité du jour et j'ai nommé M. André Marois. De retour avec à mes côtés un invité vraiment intriguant, un invité dont l'œuvre est impressionnante. Bonjour, André Marois. Bonjour. C'est un très grand privilège pour moi de vous accueillir aujourd'hui, puisque j'avoue aux téléspectateurs être vraiment accro du style André Marois. Et donc, je vous suis depuis des années, étant personnellement passionnée pour le roman policier. Ah, ben c'est formidable. J'aimerais que vous nous rappeliez, pour permettre aux gens de comprendre un peu qui est l'homme derrière l'écrivain, quel a été votre parcours jusqu'à l'écriture? Jusqu'à l'écriture, j'ai un parcours en publicité, de rédacteur publicitaire. Donc j'ai fait ça, j'ai travaillé une dizaine d'années à Paris dans plusieurs agences, puis j'ai fait la même chose à Montréal depuis, ça fait 20 ans que je suis à Montréal. Donc rédacteur, concepteur-rédacteur en publicité. Donc vous aviez déjà à ce moment-là le sens de la formule? Le sens de la formule, et puis je pense que
la publicité, par rapport au romancier, j'ai découvert, enfin, je ne suis pas découvert, mais je me suis dit que finalement, c'est une démarche un peu similaire, dans le sens où quand on doit faire une publicité, on doit se mettre dans la tête du consommateur, en se disant, mais pourquoi telle personne pourrait s'intéresser à acheter du gaz naturel plutôt que de l'électricité, puis on essaye de comprendre comment ça se fonctionne. Finalement, le romancier, il fait un peu la même chose, il rentre dans la tête d'un personnage, puis il essaye de comprendre pourquoi il agit d'une façon plutôt qu'une autre. On est un peu dans le mécanisme de la pensée. Tout à fait. Ou le mécanisme d'attraction pour un sujet ou une thématique. Oui. Et vous l'appliquez à votre travail de romancier depuis le tout début de votre œuvre? Ben, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'essaie de placer des gens ordinaires dans des situations extraordinaires. Et puis, j'essaie d'imaginer comment ils vont réagir par rapport à cette situation. Donc je le fais en littérature jeunesse, je le fais aussi pour les adultes. Donc j'essaye, au début en littérature jeunesse par exemple, j'ai beaucoup utilisé mes enfants comme personnages principaux, en me disant si c'est mon fils Charlie qui se retrouve dans telle situation, comment il réagirait. Donc les histoires sont inventées, mais je m'inspire beaucoup des gens qui sont autour de moi, de ma famille, de mes amis et tout ça. Il y a une approche un peu de laboratoire, de test. Et on retrouve dans la trame même du livre La Fonction cet élément intéressant où on voit l'auteur jouer vraiment avec des situations et des personnages et des situations où on a le avant et où on a le après. Parlez-nous un peu de l'expérience d'écrire La Fonction. Comment c'est venu? Ben, La Fonction, en fait, à la base, c'est une nouvelle que j'ai écrite et publiée dans un recueil à courte échelle. La nouvelle s'appelle Pomme Z. Pomme Z, c'est une fonction qu'on utilise quand on a sur les Macintosh qui nous permet de revenir en arrière. Et l'idée est venue un jour en travaillant avec une directrice artistique qui est une auteure. C'est Annie Groovy, qui est une auteure jeunesse. À l'époque, elle n'était pas auteure. Et on travaillait ensemble, puis elle a fait « Ah, Pomme Z ». Et puis elle m'a expliqué qu'elle avait tellement l'habitude de faire cette fonction pour faire son travail de designer, qu'elle le faisait dans la vie. Donc dans la vie, elle pensait que si elle échappait son café, elle faisait Pomme Z dans sa tête, puis le café allait revenir dans sa main. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'ai écrit une nouvelle, sauf que je me dis, bon, imaginons un monde où on peut faire Pomme Z. Et puis après, je me suis dit, mais ça serait un peu ordinaire si on pouvait revenir en arrière systématiquement. Et donc c'est là que j'ai imaginé un monde où on pouvait le faire une seule fois dans la vie, dans sa vie. Donc on peut revenir 1 minute en arrière, une fois dans sa vie. À nous de choisir quand on peut le faire. Et donc j'ai écrit cette nouvelle, je l'ai publiée, et puis c'est resté dans mon esprit. Je me dis, mais il y a quelque chose qui est intéressant, je devrais le creuser. Puis j'y ai pensé, puis j'ai commencé à prendre beaucoup de notes, à essayer de voir comment ça pourrait s'appliquer ailleurs, comment je pourrais avoir d'autres personnages qui pourraient utiliser cette fonction. Et en fait, pendant un certain temps, je me suis demandé ce que j'allais en faire. Je ne savais pas si je voulais faire un scénario de film ou un roman. Puis ça a duré pendant 2 ans, et puis finalement, je me suis lancé dans le roman. Voilà. Et c'est très réussi, puisque ça nous place tout en situation, comme lecteur, de dire, bien, ça devrait exister, cette fonction. Oui, tant mieux. C'est ça l'ambiguïté, c'est que ça décrit un monde qui est totalement similaire aux nôtres. La seule différence, c'est que on a tous une fonction qu'on peut utiliser une fois dans notre vie. Donc, est-ce que vous avez encore votre fonction? Est-ce que j'ai encore la mienne? On ne peut pas le savoir. On ne sait pas. On peut laisser les autres dans l'illusion qu'on l'a encore et peut-être qu'on l'a utilisé dans notre passé pour rattraper une erreur majeure. Et on peut mentir aussi. C'est-à-dire que quand on revient en arrière, nous, on sait ce qu'on a effacé, on sait la minute qu'on a effacée, mais le monde est revenu en arrière et est reparti, donc il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on peut très bien mentir, on peut dire qu'on l'a utilisé pour une chose absolument extraordinaire, on peut avoir sauvé plein de vies comme ça, et personne n'en saura rien. On peut avoir fait quelque chose d'absolument abominable pendant cette minute, le monde ne le saura pas. Mais on peut aussi l'avoir gaspillé à quelque chose de moins important et être confronté, comme c'est le cas d'un personnage dans votre histoire. On peut l'avoir gaspillé, puis le regretter, puis on n'ose même pas le raconter, puis on a besoin de le raconter, et puis c'est... Les autres comptent sur nous parce qu'on pourra rattraper une situation. Exactement. Et finalement, non. On ne l'a plus. On ne l'a plus. Et là, on rate quelque chose qui peut être dramatique. Absolument. Carrément. Ouais. Comment avez-vous travaillé la mécanique même, la création des personnages et tout? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui laissait courir l'histoire progressivement ou vous êtes quelqu'un qui planifie vraiment, en bon romancier structuré, l'évolution d'un roman policier?
Oui, quand j'écris des nouvelles, je planifie rien. J'écris une histoire et puis ça coule. On espère ça que ça va couler et puis que je vais trouver une chute. Quand j'écris un roman, là, non, j'ai pris beaucoup de notes. Ce qui m'intéressait, c'est cette mécanique, c'est de confronter plein de personnages à ça. Donc j'ai vraiment fouillé toutes sortes de personnages. J'ai inventé un endroit. Je me suis dit, comment rencontrer tous ces personnages? Donc j'ai inventé un endroit qui s'appelle le Club des fonctionnalistes, où les gens viennent témoigner ou mentir de ce qu'ils ont fait de leur fonction. Donc ça permettait de multiplier les expériences. Et puis donc j'ai pris beaucoup de notes sur les personnages, beaucoup de notes sur les actions. Puis après, quand je me suis lancé dans l'écriture, bon, je savais quand même très bien où je m'en allais. Il y a eu beaucoup de modifications ensuite, d'ajouts plutôt, dans la réécriture, mais à la base, c'était assez précis. Si des gens aiment le roman policier, comme moi j'en suis, j'ai souvent la préoccupation de dire, bien, il y a peut-être une recette derrière le succès d'un roman policier. Vous qui en avez écrit quand même au-delà d'une 20-25 romans policiers comme tel, qu'est-ce qui vous allume maintenant quand vous décidez d'en créer un nouveau, comme celui de La Fonction? Qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage ou l'étincelle qui vous a dit, je vais à nouveau risquer ou faire le pari d'intéresser les gens dans un autre contexte? L'étincelle, ça a été vraiment de me dire que ça n'avait pas été fait. C'était la notion d'originalité. C'est vrai que moi, aujourd'hui, lire des romans policiers, lire des séries avec le même inspecteur, le même détective qui revient roman après roman, moi, j'aime pas trop lire ça. J'en lis un, puis je dis, OK, j'ai compris comment ça marche, mais j'ai pas envie de lire la série. Ça m'intéresse pas en tant que lecteur. Donc, en tant qu'écrivain, ça m'intéresse pas d'écrire un énième roman policier. Donc, c'est sûr que celui-ci est un peu atypique. Les puristes vont dire, oui, mais là, il y a une petite dimension fantastique qui est différente. Mais c'est ça qui fait que c'est différent. Puis c'est ça, moi, qui m'a intéressé dans l'écriture. C'est que tout d'un coup, je pouvais écrire un thriller avec un suspense, avec des personnages, avec des meurtres, avec des choses comme ça. Mais il y a une dimension super différente, on va dire, qui m'a attiré. Il y a une petite touche de fantastique qui, d'ailleurs, en ferait un excellent scénario, puisqu'on pourrait aller dans le film, vraiment le film choral, puisque vous pourriez multiplier le nombre de situations dans lesquelles vous nous amenez avec un certain effet dramatique, et puis réunir tout ça par le Club des fonctionnalistes, évidemment, qui devient le cœur de l'intrigue. Ben, ce serait avec grand plaisir un scénario de film ou même une série télé. J'avais pensé faire une série télé avec des épisodes, avec dans chaque épisode un personnage qui va vivre sa fonction, mais avec une trame commune sur toute une série. Très passionnant, votre approche aussi, parce que non seulement vous avez une touche de fantastique, mais vous nous amenez aussi à réfléchir sur l'importance de l'art, sur la beauté. Vous avez abordé là des thèmes qu'on ne trouve pas normalement dans un roman policier. Ben, tant mieux. Et puis, il y a un thème qui m'a vraiment sur lequel j'ai beaucoup travaillé, puis je trouvais ça intéressant, parce que le fait qu'on revienne en arrière, on sait qu'on a fait quelque chose, puis c'est toute la notion du besoin d'avouer, tout ce qui est lié au remords. Pourquoi lorsqu'on commet un acte mauvais, comment ça se fait qu'on a besoin de le raconter? Pourquoi on a besoin de se confesser, en fait? Toute l'importance de l'aveu. De l'aveu. Mais c'est passionnant. Je veux dire, pourquoi des criminels vont vivre une vie entière avec ce mal-là et vont finir 30 ans plus tard dire c'est moi qui avais fait ça, c'est moi qui avais tué telle personne et tout. C'est un concept passionnant. J'ai beaucoup lu là-dessus. Et pourquoi, selon vous, les gens ont-ils ce besoin d'avouer le pire de ce qu'ils devraient cacher, en fait, pour garder leur estime d'eux-mêmes? Moi, je pense que c'est ce qui va différencier l'homme et la bête, on va dire. C'est la morale. C'est notre morale, c'est notre éducation qui fait qu'on nous a inculqué à un moment quelque chose, on nous a inculqué la différence entre le bien et le mal. Un concept qui est inculqué dans la culture familiale, probablement, ou la culture de base. Très intéressant. Est-ce que La Fonction peut donner lieu
ensuite à un autre livre. Est-ce que vous avez déjà sur votre planche de travail un autre projet d'écriture? Oui, j'ai un projet d'écriture que je n'ai pas commencé, qui est lui aussi, qui partirait de 2 nouvelles que j'ai écrites. Et mais en fait, là aussi, il y a eu un développement peut-être pour écrire un scénario de bande dessinée. Puis ça n'a pas l'air d'aboutir avec la bande dessinée, donc peut-être je vais le reprendre pour le roman. C'est pas fini encore, je suis pas sûr. Bien, André Marois est un peu un explorateur en laboratoire. Vous avez à décider de quels ingrédients seront composés votre prochain ouvrage. Dans le cas de la fonction, vous avez extrait un petit embryon d'une histoire qui était déjà là pour en faire un roman policier intégral. Est-ce que c'est un mécanisme que vous aimez faire? Ah, j'adore ça. J'adore ça. Puis j'ai envie de... C'est ça, j'ai envie de me surprendre. Disons que j'ai surtout peur de m'ennuyer, quoi. Okay. Donc c'est pour ça que j'explore comme ça des façons de raconter des histoires différentes, parce que c'est sûr que j'écris pas des séries policières, parce que de toute façon, généralement, à la fin de mes livres, j'ai tué tout le monde, donc les héros, ils ne risquent pas de réapparaître. Pas. Mais c'est pas grave, ça m'intéresse pas, moi, de suivre comme ça des... Et, pour la fonction, il s'est passé aussi quelque chose avant l'écriture. En fait, c'est qu'il y a un personnage dans la fonction. D'habitude, mes personnages sont assez noirs, assez sombres. Et là, il y a un personnage qui aime la beauté et qui veut créer de la beauté. Et ce personnage-là m'est venu en fait grâce à Jean-Marc Vallée, le réalisateur, avec qui j'avais travaillé en publicité. Je lui avais donné mon recueil de nouvelles et puis il avait lu ça. Puis un jour il cherchait un sujet, on parlait. Donc je lui avais parlé de Pomme Z, de la nouvelle. Et il m'était revenu en disant « J'aime bien ton univers sombre ». Il me dit « Mais moi j'ai besoin de beauté quelque part ». Puis bon, notre collaboration s'était arrêtée là, mais c'était resté. Je lui ai dit « Ah, mais il a raison. Pourquoi qu'est-ce que ça vient... Qu'est-ce qui se passerait si tout à coup il y avait quelqu'un qui cherche de la beauté plutôt que de la noirceur? » Très intéressant comme processus. D'ailleurs, vous nous amenez dans la fonction vraiment à sortir des sentiers battus. Et soyez sans crainte, il n'y a pas de redite et on n'a pas de lassitude à vous lire, André Marois. Merci. Alors, j'invite les gens à se procurer ce livre, La fonction, publié à La Courte Échelle. Et je vous quitte en vous remerciant de votre généreuse présence aujourd'hui. C'est moi qui vous avec remercie. Une petite citation. Et c'est toujours le cadeau que je fais à mes invités. Alors, elle est de Claude Péloquin, qui est un auteur que moi j'apprécie aussi. Écrire, c'est arrêter des parcelles d'instants pour les donner. Écrire, c'est déjà un peu arrêter le temps. Merci André. Bon succès dans la suite de votre œuvre. Merci beaucoup. Alors, nous vous revenons la semaine prochaine avec d'autres invités. En attendant, n'oubliez pas que lire, c'est très important. C'est ce qui enrichit nos vies. Au revoir.